Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 dans l'actualité en Franche-Comté. Ce soir, rebondissement dans l'affaire Ayoub. Le jeune Montbéliardais a perdu un œil après un tir de flashball en marge d'une rixe en 2011. La Cour de cassation vient d'annuler le non-lieu dans cette affaire, une décision que sa famille n'osait espérer. À la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, nous irons dans les préparatifs du grand départ pour les professionnels de la région. Chevaux-Comtois et Montbéliarde seront une nouvelle fois parmi les stars du salon. 28 chiens, une passion du sport et de la compétition. Daniel Juillaguet est musher. Nous l'avons rencontré chez lui dans le Haut-Jura. À 19h30, dans notre édition nationale, Catherine Matoche reviendra sur le programme économique chiffré d'Emmanuel Macron. L'ancien locataire de Bercy propose une baisse des effectifs de fonctionnaires, un plan d'économie budgétaire, mais aussi une exonération de la taxe d'habitation pour les ménages modestes et la classe moyenne. Et d'abord donc, les suites de l'affaire Ayoub. Le jeune Montbéliardais a perdu un œil après un tir de flashball. C'était en 2011, en marge d'une rixe. L'information judiciaire menée à l'époque avait conduit à un non-lieu. La Cour de cassation vient tout simplement de l'annuler. Dans une actualité marquée par la question des violences policières, cette décision ouvre la voie à une jurisprudence d'importance. Stéphanie Bourgeot, David Martin. Ils se sont assis au salon, sous la Déclaration des droits de l'homme, tout un symbole. Pourtant, ils osent à peine savourer l'instant. Après 2 non-lieux, la Cour de cassation relance leur combat pour Ayoub. Je l'ai accueilli avec espoir. Espoir d'une justice qui soit faite pour mon fils. Voilà. Parce que jusque-là, la justice vous a déçu? Oui, beaucoup. Le 7 février 2011, le jeune homme est au mauvais endroit, au mauvais moment. 2 bandes rivales s'affrontent au centre d'Audincourt. Lui attend son bus. Il est touché au visage par un tir de flashball. Par 2 fois, la justice dédouanera le policier responsable, considérant l'usage de son arme comme justifié, eu égard aux circonstances. La Cour de cassation estime quant à elle que le motif d'intervention du policier n'a pas été clairement défini par la défense. S'agissait-il de disperser un attroupement ou de mettre fin à des violences? La nuance est d'importance, elle conditionne en effet la riposte policière. La Cour d'appel de Lyon devra donc trancher dans une affaire devenue emblématique à l'heure où les violences policières se hissent à la une de l'actualité. Il y a eu le tir, les conditions dans lesquelles le tir a été exercé, et il y a aussi eu l'après, où, c'est terrible à dire, mais un jeune avait son œil dans la main, où les secours n'ont pas été appelés par les forces de police. Ayoub a eu à donner ses papiers à la police avant que ses amis ne puissent faire venir les secours. Et le policier responsable du tir, est-ce qu'il est venu le voir? Non. Justement, il avait espoir qu'il vienne au moins se faire pardonner pour l'erreur qu'il a fait, mais il n'est même pas venu. Et ça, mon gosse, ça l'a fait mal. 6 ans après, Ayoub poursuit ses études et veut rester discret, mais la souffrance est toujours là. Depuis 5 ans, le regard ne se croise jamais avec mon fils. Je ne peux pas. Et vous avez besoin que la justice reconnaisse votre fils comme une victime. Voilà. C'est nécessaire pour vous et pour lui. C'est très important pour moi et pour lui. Et pour d'autres aussi. Depuis son entrée dans les commissariats, le flashball aurait fait 42 blessés graves et un mort. Sur la route maintenant, cet après-midi, un choc frontal entre 2 voitures a causé la mort d'une femme d'une quarantaine d'années. L'accident s'est produit sur la nationale 57, près de Pontarlier. Et puis, un accident de bûcheronnage à Autrey-les-Grès en Haute-Saône. Un homme de 72 ans a été écrasé aujourd'hui par l'arbre qu'il coupait. Les pompiers, à leur arrivée, n'ont pu que constater son décès. Le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes, vous le savez, demain à Paris. Nous vous ferons vivre tout au long de ce week-end au rythme des Francs-Comtois sur ce qui est la plus grande ferme de France. D'ailleurs, vous le voyez, aujourd'hui, les chevaux comtois sont arrivés sur place et représenteront dignement la région. Tout comme les 12 Montbéliardes du 12 sélectionnés pour le célèbre concours qui ont rejoint la capitale la nuit dernière. Avant ce long trajet, les Miss et leurs éleveurs se sont préparés pour ce grand voyage. Des préparatifs suivis par Lucie Thierry et David Martin. Dernier brin de beauté pour Madame. Savonner, brosser, frotter, Gribouille fait l'objet de toutes les attentions et rien n'est trop beau pour cette championne. On a commencé régulièrement tout le corps. Là, je l'ai tondu il y a environ une semaine. C'est dans le but que le poil repousse à peine, qu'on ne voie pas les marques de tondeuse et qu'elle ait le plus beau poil possible, quoi.
1,52 m, dos bien droit, grande profondeur de flanc, cette Montbéliarde de 5 ans ne manque pas d'atouts. Pour la première fois, la belle va défiler au Salon de l'Agriculture aux côtés de Tony. Son éleveur la prépare depuis son plus jeune âge. Pour moi, la meilleure, c'est dans sa mamelle. Alors, dans la mamelle, pour une vache qui est en 3e lactation, hein, c'est une vache qui a déjà fait 3 veaux, et elle n'a pas beaucoup de volume, en fait. Le volume, c'est la distance entre ici et le jarret, en fait. Donc, à plus la mamelle est moins volumineuse, à mieux c'est, en fait. Véritable bête à concours, Gribouille s'expose régulièrement. Comice, sélection départementale, la Miss reste souvent sur la 2e marche du podium. Alors pour Tony et son père, ce concours général à Paris est un rêve qui se réalise. C'est une fierté pour tout le monde, pour la famille, puis pour l'exploitation, c'est sûr, oui. On est fiers, un aboutissement un peu de notre métier quand même, oui. C'est tellement beau pour moi et pour nous d'aller à Paris que peu importe le classement aujourd'hui, pourvu qu'on arrive, on va faire pour l'amener la plus belle possible. Après, le classement, c'est du bonus. Hein. C'est l'heure de boucler les valises. Le jeune agriculteur quitte l'exploitation pour 5 jours de salon. Rendez-vous à quelques kilomètres de là, au point de rassemblement des 12 Montbéliardes sélectionnés dans le Doubs. Derniers instants parmi les siens pour Gribouille, avant le grand départ pour la capitale. Et cette année, c'est une vache bretonne qui est l'égérie du Salon de l'Agriculture. Mais souvenez-vous, il y a 6 ans, la star s'appelait Candy et elle venait de Haute-Saône. Qu'est donc devenue cette Vosgienne? Sofiane Aïssaoui et Jean-Marie Bavrel se sont rendus au pays de Candy, bien sûr. Aujourd'hui, elle préfère éviter le regard des caméras. Candy. À bientôt 10 ans, Candy est une vache fatiguée par la célébrité. Il y a 6 ans, le visage du Salon de l'Agriculture, c'était elle, une vache vosgienne. Avoir eu la chance voilà, que la race vosgienne a été mise en avant justement au niveau de l'agriculture, au niveau du Salon de l'Agriculture, c'était quelque chose d'énorme déjà. C'est vrai que c'était une vraie histoire de famille, parce que c'est vrai que c'est mon gamin qui à l'époque avait 9 ans, qui a présenté Candy, et c'est vrai que ça reste sa vache. En 2011, cette grande dame aux taches noires s'affichait dans le tout Paris. Courtisée par les photographes, poursuivie par les fans, Candy a joué le jeu, elle a tout simplement imprimé sa patte. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, des gens qui nous demandent régulièrement des nouvelles de Candy, qui viennent la voir sur l'exploitation, ça reste quelque chose d'assez magique. Concrètement, pour vous, en tant qu'éleveur, qu'est-ce qu'elle a changé, cette époque ? Cette époque nous a permis d'avancer, de faire aussi le choix, d'autres choix au niveau de notre métier. C'était aussi l'occasion justement de démarrer cette activité de transformation à la ferme, donc fromagère, valorisation, caissette de viande, charcuterie de bœuf, tout ça. Donc de revenir ce qui est la base de la race vosgienne, la valorisation en circuit court. La race vosgienne est de retour tous les 3 ans au salon. Cette année, c'est Doris qui défendra les couleurs de la ferme auxonnoise, mais ne comptez pas sur sa discrétion. Une belle vosgienne, ça a forcément une belle cloche autour du cou, ça fait partie des traditions. Voilà. Et c'est avec la cloche qu'elle va aller défiler à Paris, bien évidemment. Une vosgienne qui fera du bruit, de là à en faire oublier Candy, pas si sûr. Et pendant ces 10 jours de salon, les exploitations tournent tout de même chez les éleveurs. Ils sont 12, par exemple, dans le département du Doubs à se rendre au salon. Comment se déroule la vie à la ferme pendant ce temps? Eh bien, les familles ou les associés prennent le relais, comme l'ont constaté Aude Silan et Jean-Luc Gantner. Le travail à la ferme n'est jamais très facile. Alors, quand il manque une paire de bras, toute aide est la bienvenue. Ce GAEC familial compte 140 Montbéliardes, restées, elles, loin de la capitale. L'éleveur parti au salon est épaulé par son père, agriculteur à la retraite, mais toujours passionné, et par son beau-frère, également associé. On est assez polyvalent, mais après, on a chacun quand même ses spécialités. Donc, ce que fait l'autre, il faut quand même le gérer quand il n'est pas là. Donc, c'est un peu ça le plus dur à gérer, quoi. Mais bon, ça se fait. L'élevage est souvent une affaire de famille, voire de communauté. Chez les De Villers, Hélène peut compter sur de nombreux soutiens. Les journées sont longues, de 6h du matin à 8h le soir. L'agricultrice profite des vacances pour mettre à contribution son beau-père, les enfants de sa famille et ceux du village. Mais même si Hélène est bien entourée, gérer seule l'exploitation n'est pas évident. Vous êtes déjà retrouvée seule justement à gérer l'exploitation? 2 ou 3 jours maximum, mais là il part 5 jours, donc
On verra. On a toujours peur d'oublier quelque chose, un cornadis de fermé, on a toujours un peu de stress supplémentaire. Dans ce GAEC, pas de lien du sang, mais plusieurs associés et un apprenti. La majorité des exploitations sont aujourd'hui des groupements d'éleveurs, issus ou non de la même famille. Les remplacements sont plus faciles à assurer, à moins d'avoir la tête ailleurs. On a plus l'esprit occupé par ce salon d'agriculture que de... Évidemment, le boulot va se faire, c'est clair, mais on y pense et puis c'est tellement bien qu'on en est fiers. Une fierté, une reconnaissance à laquelle aucun éleveur de Montbéliarde ne renoncerait. Quand ils sont seuls, les agriculteurs font appel au service de remplacement. Cette année, ils sont 12 à représenter le Doubs au Salon de l'agriculture. Un tout autre type d'animal maintenant. À Bretonvillers, dans le Doubs, un lynx est décédé après avoir été endormi et capturé. Il s'était attaqué à des brebis il y a 3 ans. L'analyse de la dépouille a révélé qu'il avait le corps criblé de plus de 120 plombs de chasse provenant d'une décharge ancienne datant peut-être de 2013 ou 2014. Une plainte sera déposée, cette espèce étant bien sûr protégée. On en vient aux chiffres du chômage pour le mois de janvier qui viennent d'être publiés par Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est en hausse de 0,8% sur un mois en Bourgogne-Franche-Comté, soit plus qu'au niveau national. Les 4 départements franc-comtois sont à la hausse et ce jusqu'à 3,2% d'augmentation pour le territoire de Belfort. Et pour réagir à ces chiffres, notre invité est le président de la CPME du Doubs, Jacques Vieille. Bonsoir. Bonsoir. Alors la CPME, c'est le nouveau nom de la CGPME, autrement dit, syndicat patronal représentant principalement les petites et moyennes entreprises. Alors une réaction, est-ce que vous vous y attendiez à ces mauvais chiffres du chômage dans la région et au niveau national, même si au niveau national, la hausse est moins significative? Alors, si vous voulez, il y a de l'emploi. Mais on manque aujourd'hui de bons profils. Les chefs d'entreprise sont prêts à recruter. Seulement, il y a un manque de qualification, de formation. Il y a bien souvent des formations, mais qui sont inadaptées au poste actuel. Il y a un manque d'éducation réelle. On le voit quand on a des jeunes qui viennent à des postes précis. Je crois qu'on a oublié le travail. Et ça, je dirais que c'est grave. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apprentissage. Et là aussi, on va manquer de spécificité, de spécialité dans beaucoup de domaines assez rapidement. Une formation plus en adéquation avec les besoins des entreprises, on entend. Et puis, une reprise d'activité que vous sentez malgré tout. On en parle beaucoup, mais on ne la voit pas venir. Alors, les TPE sont toujours prêtes à développer. Un chef d'entreprise, s'il ne développe pas, il n'avance pas. Oui, mais il faut y avoir des carnets de commandes pour développer. Oui, mais vous les voyez venir bien sûr, mais si on n'a pas de salariés pour travailler, comment faites-vous pour honorer les bons de commande? Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est le gros problème de beaucoup de chefs d'entreprise. On est en pleine campagne de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez l'impression que les différents candidats se soucient des PME, pas assez? Oui. Alors, ils en parlent beaucoup. Ils en parlent. Mais seulement, il faut des actes derrière. Et les actes, ils sont simples, précis. C'est aujourd'hui la réelle formation. Les CFA manquent de postulants aujourd'hui. Il faut de la formation, des gens qui sachent travailler. Et on a aussi un coût de travail qui est important. Merci Jacques Vieille d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir réagi à chaud à ces chiffres du chômage qui viennent de nous parvenir. Alors c'est une aventure née il y a 20 ans qu'on va vous raconter à Marnay en Haute-Saône. La Grange a grandi et a créé, elle, 12 emplois, des thés, des cafés choisis par leurs soins dans les pays d'origine et assemblés dans leur laboratoire, distribués auprès de 300 points de vente. La réussite d'une niche dans un marché écrasé par les grands groupes. Maxime Villirilo, Philippe Arbet. Le Brésil, on est vraiment sur un café de terroir, un café qui se rapproche de la terre, un café plus masculin, on va dire. C'est un rituel invariable, appliqué à chaque retour de voyage dans l'un des 173 pays producteurs dans le monde. Et chaque variété révèle ses propres vertus en fonction de l'altitude, du terrain et de l'ensoleillement. Une démarche obligatoire pour composer des assemblages uniques avec les meilleurs Arabica et Robusta de la planète. La signature Lagrange, née il y a 20 ans, et qui distribue ses produits en France auprès de 300 clients. Toutes les origines de café sont testées, sont dégustées avant d'être validées.
pour ensuite être diffusés à nos clients, dans nos boutiques Lagrange, pour effectivement savoir quel type de produit on va proposer à nos clients, pour aussi les aider dans l'explication à proposer des arguments pour accompagner la vente de ces produits. Une réussite portée aussi par la nouvelle tendance de dégustation, la dosette individuelle, qu'une enquête place désormais devant la méthode traditionnelle de filtration. On ne pouvait pas, nous, à Lagrange, ignorer cette partie-là, et on a commencé à proposer ça avec des partenaires de conditionnement basés en Belgique, des solutions de conditionnement de leur café en dose individuelle. L'autre pilier du négoce, c'est l'infusion de thé, le domaine de prédilection de Barbara, épouse et associée, qui a su s'approprier les secrets de Camellia sinensis, l'arbre à thé cultivé en Asie et dans l'hémisphère sud. Objectif, mêler aux feuilles de thé noires, blancs, verts ou jaunes des arômes naturels surprenants. Et on a voulu désacraliser, ou en tout cas rendre beaucoup plus abordables ces boissons, en passant de l'infusion très classique à des choses beaucoup moins attendues. Et on passe donc par l'émotion. Aujourd'hui, si Lagrange développe ses propres lignes, elle assure aussi la confection de produits pour la grande distribution. Et on reste en Haute-Saône car la mauvaise qualité des eaux du Vannon entraîne une interdiction de consommer l'eau du robinet pour la boisson, le lavage des dents et la préparation des légumes crus. Une interdiction de l'Agence régionale de santé qui concerne, vous le voyez, les communes desservies par le syndicat des eaux du Vannon. On passe au sport, le combiné nordique aux mondiaux de Lahti en Finlande. Derrière les Allemands qui ont raflé les 4 premières places, François Brault n'a pas démérité. Il est le premier des 4 franc-comtois en lice. Il se classe 6e. Sa meilleure course de l'hiver et un résultat encourageant avant de basculer sur le grand tremplin. En football, Sochaux joue ce soir sur la pelouse de l'AC Ajaccio dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Les Sochaliens, qui n'ont que 2 points d'avance au classement sur leurs adversaires, vont essayer de revenir avec une victoire qui sera difficile à obtenir sur le terrain corse. Coup d'envoi à 20h. Et on va maintenant dans le Jura, je vous le disais en titre, à la rencontre de Daniel Juillaguet et de ses 28 chiens de traîneau. Le Musher s'est récemment classé 3e de la Grande Odyssée dans les Alpes. Rencontre d'un passionné avec Claire Schaffner et Hugues Perret. Daniel Juillaguet et 10 de ses chiens partent pour un petit entraînement. Une dizaine de kilomètres seulement. Le moment de l'attelage, c'est là où ils sont le plus excités. Avant de démarrer, ils savent qu'ils vont courir, donc ils vont se défouler. Mais bon, c'est sûr que c'est le moment de plaisir pour eux. Depuis l'automne, le Musher entraîne ses chiens aux longues distances. L'attelage a parcouru plus de 2000 km en début de saison. Quand il y a des chiens bien éduqués, qui ont vraiment envie de courir, c'est que du plaisir. Hein. Ces Alaska Newski savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils tirent le traîneau depuis qu'ils sont tout petits. Le Musher a choisi cette race, génétiquement sélectionnée pour l'attelage et particulièrement docile. Et puis, il a attribué une place à chacun. Il y a des critères par rapport au gabarit, hein, pour ce qu'on appelle les wheel dogs, les chiens les plus puissants. Donc c'est des chiens qui ont un certain potentiel physique. Et puis après il y a des caractéristiques, on va dire, d'intelligence ou de réceptivité du chien. Donc ça va faire des leaders. Glawel, viens. Daniel Juillaguet est kiné de profession. Il aménage son emploi du temps en fonction des chiens, les entraînements, mais aussi toute la vie quotidienne et les soins. Donc je me sers beaucoup des massages pour mes chiens. Bon, elle a un petit souci d'épaule, du coup je travaille régulièrement dessus. En ce moment, Daniel et sa femme s'occupent de 28 chiens, des jeunes encore en formation et des vieux retraités. Catherine ne conduit pas de traîneau, mais elle participe à la passion de son mari. Doucement, tu vas en avoir, mais tu te calmes. Hein, okay. Allez Gwen, allez, tout doux. Non. Dans toutes les conditions, il a été entraîné, lever 4 heures, et puis finir à 8 heures, et puis donner à manger, nettoyer, on l'aide un peu, et puis repartir travailler. Il faut tenir le rythme, hein, mais ça l'a monté vers le haut quand même. Hein. Il y a une progression, c'est clair. Là, ouais, allez.
Moi j'ai toujours eu des animaux autour de chez moi, c'est pas venu comme ça quoi. Je faisais du sport, j'ai toujours fait du sport, du vélo, du triathlon, plein d'autres activités. Donc arriver à cumuler les deux, puis en même temps c'est un voyage quoi. Un voyage à travers l'Europe pour des compétitions. Daniel Juaguet participe tous les ans à la Grande Odyssée dans les Alpes. Cette année, il a fini 3e. Moi la compétition c'est important, ça fixe des objectifs. On se dépasse, on planifie sa saison et puis on motive les chiens. Puis c'est des chiens de course, c'est des chiens qui aiment ça. Daniel Juaguet suit les traces des mushers professionnels malgré le manque de temps pour l'entraînement. À 49 ans, il rêve de finir les plus grandes courses en tête. Prochain objectif, l'Amundsen Race en Suède et ses 400 km à parcourir en moins de 2 jours. Et c'est l'heure de notre rendez-vous historique avec la Grande Guerre. On s'intéresse ce soir au corps expéditionnaire russe qui se bâtit dans la Marne avec Mathieu Guiraud. Reims, 1916. 20 000 soldats russes alliés aux Français débarquent sur le front de Champagne. 2 brigades d'infanterie en tout qui vivront intensément et malgré la distance les bouleversements politiques de leur pays jusqu'au camp de la Courtine dans la Creuse où ils finiront par se mutiner. Dès leur arrivée en France, la vie des soldats russes s'assimile à un véritable enfer. Châtiment corporel généralisé, permission accordée au compte-gouttes, le climat s'envenime entre soldats et officiers. La Russie et son peuple sont également en pleine effervescence. En février 1917, la révolution éclate, balayant le tsar Nicolas II. Les soldats espèrent que le nouveau régime va alors vite les rapatrier chez eux, mais le gouvernement Kerensky, au contraire, entend bien continuer la guerre. Des soviets se forment alors et une déclaration des droits du soldat est même édictée, plus qu'inquiétant pour l'état-major français qui craint une contagion des idées révolutionnaires et expédie ses soldats citoyens à La Courtine dans la Creuse, à 500 km du front. Sur le modèle des soviets, certains militaires éliront leur comité et destitueront même leurs officiers en exigeant de rentrer en Russie sur le champ. Des négociations s'engageront avec les mutins pour tenter de les faire revenir à la raison, sans succès. Le camp sera encerclé et les troupes loyalistes lanceront l'assaut, épaulés par des soldats français. Plusieurs dizaines de mutins seront tués dans cette répression. Les survivants auront le choix entre s'engager dans l'armée française ou intégrer des unités de travailleurs. Les récalcitrants, eux, finiront la guerre en Algérie dans des camps de travaux forcés. Voilà pour l'actualité en région. Tout de suite, votre météo, puis l'édition nationale présentée par Catherine Matoche. Je vous retrouve pour l'info régionale demain à midi et 19h. Très belle soirée à tous sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.